dans le cadre de la Biennale de livres d'histoire 2021, donc, que nous recevons aujourd'hui Madame Florence Quentin, égyptologue et écrivain. Elle est l'auteure de plusieurs livres sur l'histoire et les religions de l'Égypte ancienne. Et Madame Quentin a reçu le prix Écriture et spiritualité en 2016 pour Vivante Égypte. C'est bien cela, je ne me suis pas trompée. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais laisser parler Madame Quentin qui va nous présenter Néfertiti, une grande reine de l'Égypte ancienne. Oui, bonjour à toutes et tous, et puis merci à vous, merci à la Biennale d'Histoire de Pontivy qui me donne l'opportunité de vous parler d'un destin exceptionnel, celui de la reine la plus célèbre de l'Égypte ancienne, c'est Néfertiti, qu'on appelle la Reine Soleil, parce qu'elle a vécu à un moment de refonte politico-religieuse qui est unique dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Alors, ce portrait que nous voyons à l'écran nous rappelle qu'elle est apparemment très célèbre parce que c'est un portrait qui a été très largement diffusé à travers la publicité, à travers l'art contemporain qui s'en est emparé. Il est exposé au musée de Berlin, mais en réalité, nous savons très peu de choses sur la personnalité de cette femme. Qui était-elle? Quel rôle elle a tenu auprès de son époux, donc le pharaon monothéiste, un pharaon, on peut dire, qui a imposé le culte du Dieu unique, Aton, dans une histoire finalement sans trouble, une histoire égyptienne qui a toujours maintenu une certaine pérennité. Et ce jeune roi va imposer une révolution à la fois politique et religieuse à son pays. À ses côtés, il y a cette reine d'exception, car ce couple va donc imposer à la société un art, un dogme nouveau, et ce couple est le point focal de cette refonte politico-religieuse. Alors, puisque nous ne savons pas grand-chose de cette reine, son nom d'abord. Alors, Néfertiti, c'est un nom qui est assez fréquent en Égypte, qui veut dire « la belle est venue ». Et longtemps, les égyptologues ont pensé que « la belle est venue » faisait référence au fait qu'elle pouvait venir d'un pays lointain, c'est-à-dire la Mitanni. Le Mitanni, c'est un royaume qui était au nord-est de la Syrie. Car à cette époque-là, les pharaons, notamment Amenhotep III, le père d'Amenhotep IV, Akhenaton, et Akhenaton, on va le voir, avait un harem très fourni et il y avait beaucoup d'unions qui se faisaient avec donc les rois étrangers, et comme ça on donnait sa fille pour sceller un pacte ou un traité. En réalité, on pense que aujourd'hui, Néfertiti est bien une Égyptienne, non pas de la famille royale, mais c'est une Égyptienne du premier cercle, on va dire, de la noblesse. Et certainement, peut-être, on se demande aujourd'hui si elle n'est pas même très proche d'Akhenaton, son futur époux. Elle serait peut-être même sa cousine germaine. Alors, autre question, qui sont les parents de Néfertiti? On ne sait pas grand-chose non plus sur ses parents. On pense que ce pourrait être Haï, que vous voyez ici. Haï, qui est un futur pharaon. C'est un homme qui va succéder quelques années au roi Toutankhamon, car vous savez que Toutankhamon est mort brutalement vers l'âge de 17-18 ans, et Haï va succéder à Toutankhamon. Donc Haï serait, alors c'est très compliqué toujours la généalogie en Égypte ancienne, est le frère de la reine Tihi, la mère d'Akhenaton, donc ce qui ferait d'Akhenaton et Néfertiti, donc le futur couple qui va se marier, des cousins germains. Donc encore une fois, tout ça, ce sont des hypothèses, car en égyptologie, effectivement, on a plus de questions que de réponses. Nous devons rester humbles devant nos sources. Alors, qui sont les beaux-parents, les futurs beaux-parents de Néfertiti? Bien, c'est le roi Amenhotep III, le roi soleil de l'Égypte. C'est un très grand roi, un bâtisseur, et son épouse est la reine Tihi, donc sont les parents d'Amenhotep IV, Akhenaton. Et cette reine Tihi est très importante parce que c'est une femme de tête, une femme extrêmement puissante. Vous la voyez ici à droite, coiffée d'une couronne en forme de lyre qui enserre un disque solaire et des plumes, parce qu'elle a été quasiment divinisée.
C'est une reine qui a beaucoup influencé son mari, qui a établi des relations diplomatiques avec ses homologues féminines d'autres grandes puissances de l'époque. Et c'est un couple emblématique, une femme puissante, qui en quelque sorte va ouvrir la voie à Néfertiti, c'est sa belle-mère, et peut-être sa tante, si vous me suivez toujours, dans cette généalogie compliquée. Elle va lui donner en quelque sorte, lui signer un blanc-seing pour être à son tour une reine extrêmement puissante dans le culte, le futur culte d'Aton, mais également sans doute dans les affaires de l'État. Alors pour revenir à ce nom de la belle est venue ou la belle est arrivée, en réalité, ce nom renvoie à deux déesses. Celle que vous voyez au-dessus, c'est la déesse Hathor, une déesse qui est souvent représentée sous forme de femme ou de forme de vache, la vache nourricière, la vache céleste, avec des petites oreilles, vous le voyez, et c'est aussi l'éros divin, c'est la déesse de la beauté, de l'amour, une sorte d'Aphrodite égyptienne. Alors, la belle est venue renvoie à cette déesse ou à l'autre déesse que vous voyez au-dessous, qui a une tête de lion, qui est la déesse Tefnut. Et on va voir que c'est important car cette déesse est l'épouse, on va dire le premier couple qui a été créé dans l'univers, Shu et Tefnut, Tefnut l'humilité, Shu le célère. Donc peut-être que ce nom de Néfertiti renvoie également à cette déesse Tefnut. Alors, Néfertiti, elle doit, puisque c'est un modèle, quelque part, c'est une incarnation de la déesse Hathor, elle doit effectivement incarner la beauté, la sensualité. Et pourquoi doit-elle incarner absolument la beauté et la sensualité, cette Néfertiti? Vous voyez ici une reconstitution à partir de son buste. Alors, je ne sais pas si elle était aussi belle, on va voir que c'est un buste idéalisé, hein, donc sublimé. Elle devait être très belle, mais peut-être pas aussi parfaite que cela. Eh bien, pourquoi elle incarne la beauté et la sensualité? Car cette sensualité, cette beauté, doivent contribuer à régénérer le roi. Il faut que le roi en Égypte ne peut régner en célibataire. Il faut absolument qu'il ait une femme à ses côtés, car elle incarne la déesse, et la déesse qui va lui permettre de se régénérer sans cesse. Donc, on pense que Néfertiti sera une actrice essentielle, non pas simplement un bel ornement, hein, parce qu'elle est l'incarnation de la beauté, mais une actrice essentielle de cette refonte politico-religieuse, de cette sorte de révolution qui va se passer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est quelle époque? C'est 1353 avant notre ère. Donc vous voyez à peu près, il y a quand même 3500 ans, Akhenaton, qui va devenir, Amenhotep IV, qui va devenir Akhenaton, que vous voyez à droite, il va succéder à son père, Amenhotep III. Il va hériter d'un empire qui est au sommet de sa richesse, de sa gloire, et elle, la jeune fille, la jeune Néfertiti, ils sont effectivement très jeunes, ils sortent à peine de l'adolescence. Vous savez, à l'époque, on se marie vers 12-13 ans, hein, parce que l'espérance de vie, c'est 35-40 ans, sauf exception. Eh bien, les jeunes adolescents, qui sont peut-être cousins germains, ils vont se marier. Et comme je vous le disais, il a besoin de cette parèdre, c'est-à-dire comme une sorte de consort à ses côtés pour diriger le pays. Et dans un temps relativement restreint, elle va donner naissance à 3 filles qui sont importantes. Elle en aura 6 au total, plus peut-être le fameux Toutankhamon dont on peut imaginer que c'était son fils, on n'en a pas la certitude. Donc très vite, très jeune, elle donne naissance successivement à ces trois princesses. L'aînée que vous voyez donc à droite, c'est Méritatone, et on va voir que c'est quelqu'un d'important pour la suite des événements, qui va peut-être succéder à son père comme reine pharaon. Donc, comme je vous le disais, elle va avoir des enfants assez rapidement, puisque finalement, à la base, ce qu'on demande à une reine d'Égypte, traditionnellement, c'est de donner des enfants à son époux, mais évidemment, dans une société qui donne beaucoup de place aux femmes, mais qui est quand même patriarcale, il faut donner surtout un héritier mâle à son époux. Donc, elle a pour l'instant 3 filles. Alors, cette réforme dont je vous parlais, politico-religieuse, elle va se traduire par
un rejet de la part de ce couple, enfin en tout cas d'Akhenaton, son époux, que vous voyez ici, elle le suit, ils font offrande au disque solaire. On va repousser, on va rejeter les divinités du panthéon traditionnel, vous savez, cette efflorescence, toutes ces divinités que l'on connaît, Anubis, Horus, qui sont figurées comme de manière mi-animale, mi-humaine, eh bien, on va repousser tout ça. Akhenaton rejette ce panthéon, surtout le dieu Amon de Thèbes, qui est le dieu dynastique, et il va y substituer le disque solaire Aton, que vous voyez avec de très longues mains, de très longs bras, avec des mains qui dispensent le signe de vie, vous savez, la croix en C, Ankh, vers les narines du seul couple royal. Encore une fois, ce couple royal va être le point focal de cette nouvelle religion. Et puis ce roi est un réformateur, il est très original, on va dire, parce que il y a une immuabilité, hein, vous savez, en Égypte, dans les arts, dans la religion. Apparemment, on voit toujours un peu les mêmes représentations. Et vous voyez ici qu'il va imposer un art où les corps sont déformés. On donne beaucoup d'importance au bassin, les hommes ont presque de la poitrine, parce que c'est le signe de la fertilité du couple et la fertilité de l'homme, de la femme et de ce dieu Aton. Mais c'est important de dire qu'Akhenaton n'a pas inventé le monothéisme, comme on le lit trop souvent. Il a radicalisé une tendance qui existait déjà en Égypte, parce que dès les temps les plus lointains, les Égyptiens ont imaginé qu'il y avait un Dieu unique à la base de toute création, qui s'était manifesté à travers plusieurs divinités. Alors, qui est donc ce fameux Aton que l'on voit donc sous ces représentations? Eh bien, il s'agit du disque solaire. C'est un petit peu compliqué à comprendre. C'est le disque solaire mais pas simplement celui qu'on voit dans le ciel, c'est ce qui émane du disque solaire, c'est-à-dire l'énergie qui se manifeste à travers cette forme visible. C'est la chaleur, c'est le rayonnement, c'est le principe de toute la vie. Vous savez, c'est un peu comme une sorte de photosynthèse qui donne naissance à toute la création. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on ne va plus représenter que ce disque solaire. Il n'y aura plus aucune représentation pendant les 20 ans où ce roi et cette reine vont diriger l'Empire égyptien. On ne verra plus que ce disque solaire Aton avec ses longs bras qui dispense le signe de vie aux narines du couple royal. Alors voilà une reconstitution contemporaine, encore une fois, de ce jeune Akhenaton. Vous voyez, il a le physique d'un Égyptien contemporain. On rencontre aujourd'hui beaucoup de jeunes Égyptiens qui pourraient ressembler à Akhenaton. Et c'est un réformateur. Alors encore une fois, on ne sait pas exactement, mais on pense que sa femme l'a beaucoup aidé. Il va donc faire une sorte de révolution, une évolution qui se dessinait déjà vers 1500 avant notre ère. Et il va, comme je vous le disais, dépasser les limites de la seule théologie. Il va changer l'architecture. Les temples, jusqu'à présent, sont des temples fermés. On ne voit pas les divinités. Le commun des mortels ne peut pas rentrer dans les temples. Et là, Akhenaton va faire des grands temples avec des cours ouvertes où le soleil va rayonner sur des tables d'offrandes. C'est fini, le soleil peut donc vitaliser ses offrandes. C'est fini l'époque des temples sombres où la divinité est cachée dans des sortes d'oratoires très, très sombres. Il va aussi, donc, comme je vous le disais, influencer l'art, mais la langue aussi. C'est important cette histoire de langue, car jusqu'à présent, les hymnes, tout ce qui était religieux, était rédigé dans une langue classique, un peu comme le latin d'église, vous savez qu'on parlait encore jusqu'à Vatican II. Eh bien là, il va dire non, c'est fini, on ne parle plus cette langue ancienne qu'on ne comprend plus d'une certaine manière, et il va imposer la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue qu'on parle, la langue parlée, qui est donc le néo-égyptien. Vous voyez que c'est un roi extrêmement original, extrêmement réformateur. Alors, à ce moment-là, il y a aussi quelque chose d'important concernant Néfertiti. Elle va être associée au culte et on va avoir une profusion d'images qui vont la représenter en train de faire offrande à Aton. Là, on la voit derrière son époux. Elle va reproduire rigoureusement ses gestes et aucune reine n'avait été jusqu'à présent figurée aussi fréquemment et n'avait joui d'une telle importance. Alors là aussi, cette présence, cette omniprésence divise les égyptologues. Est-ce que c'est le signe d'une femme puissante, une sorte de féministe avant l'heure, ou plutôt
il s'agit-il de conceptions erronées, on va dire anachroniques, et le pharaon se serait en quelque sorte servi de sa femme et de ses filles, on va le voir, pour communiquer sur comme une sorte de communication sur sa nouvelle religion et son art nouveau. Il se serait en quelque sorte servi de sa famille pour communiquer sur cette réforme. En réalité, on pense que Néfertiti, on va le voir, a été vénérée dans ce culte comme l'élément féminin, comme je vous le disais, qui est indispensable car il symbolise la fertilité. Je pense qu'elle a joué un rôle beaucoup plus considérable que ce que l'on a cru jusqu'à présent. Encore une fois, elle est plus qu'un simple ornement qui va suivre son époux. Alors on va voir aussi, comme je vous le disais, que cet art amarnien est extrêmement singulier. On le reconnaît d'ailleurs au premier coup d'œil. En général, quand on voit les objets égyptiens, les représentations, ils sont assez classiques, assez stéréotypés d'une certaine manière, sauf pour l'œil averti qui voit des différences. Alors tout d'un coup, quand on voit une œuvre amarnienne, effectivement, vous le voyez, on le reconnaît tout de suite, les corps sont déformés, vous voyez le bassin, le ventre, les visages sont déformés. Alors au départ, à gauche, Néfertiti, dans toute sa beauté, elle est fine, elle est très proche de la réalité, et puis finalement, on va voir qu'elle va de plus en plus se fusionner avec son époux. Vous voyez son évolution à gauche, très fine, ce long cou qu'on reconnaît, hein, certainement cette beauté, ce cou de cygne, et progressivement son visage se déforme en quelque sorte et ressemble de plus en plus à celui de son époux. Là, on la voit avec cette couronne bleue qui est sa marque de personnalité. On la retrouve dans ce buste de Berlin dont je vous parlais, on y reviendra. Et elle est bleue comme la chevelure lapis-lazuli qui est mentionnée dans les chants d'amour pour les Égyptiens. La chevelure noire, lapis-lazuli, c'est le signe qu'on est une déesse. Et ça l'associe à cette fameuse déesse Tefnut qui est la fille du démiurge solaire Réatum. Alors vous le voyez, comme je vous disais tout à l'heure, leur corps et leur visage fusionnent. Le pharaon est représenté, son corps est féminisé, vous voyez, les cuisses, les hanches, les fesses, les seins. Ils sont un peu androgynes car ils incarnent tous les deux la fertilité androgyne d'Aton. Les textes nous disent que ce disque solaire est à la fois le père et la mère de l'humanité. Vous voyez, ce disque solaire est androgyne. Alors le couple solaire va se montrer au monde de la même manière, de manière androgyne. Ils se ressemblent, vous voyez, comme des jumeaux, le visage et le corps. Elle est à peine plus féminine que lui. Alors, ce qui est intéressant, je vous disais qu'elle était souvent représentée le suivant, son époux, mais exceptionnellement, dans l'art égyptien, car on ne trouve pas d'autres représentations semblables, elle va être figurée la seule officiante devant ce disque solaire, avec sa fille aînée Méritatone, que vous voyez à droite. Alors c'est exceptionnel, parce qu'en général, c'est Pharaon qui fait offrande devant les dieux, jamais la reine. Elle le suit, elle l'accompagne. Et là, pour la première fois dans l'histoire égyptienne, on va voir une reine qui porte d'ailleurs une couronne presque à la fois féminine et pharaonique et royale, masculine, et elle fait offrande seule devant Aton, mais comme je vous le disais, elle ne peut d'une certaine manière être seule, elle va être accompagnée de sa fille, parce qu'il faut toujours cet élément féminin pour contrebalancer cet élément de pouvoir. Vous voyez, donc elle va être figurée seule avec sa fille devant, ce qui est exceptionnel, devant le dieu Aton. Alors, autre représentation qui est complètement inédite, il y en a quelques-unes, elle va être représentée dans une scène qui est une scène traditionnelle, celle du massacre des ennemis. Alors, cette scène, effectivement, est exceptionnelle parce qu'en général, il s'agit du roi qui montre sa puissance. Vous voyez, il écrase, il massacre les ennemis de l'Égypte. C'est aussi un symbole du fait que l'on massacre les forces du chaos qui pourraient menacer l'harmonie du pays. C'est à la fois symbolique, hein, les forces du chaos, les forces du mal, et à la fois les ennemis de l'Égypte qui, aux frontières, pourraient menacer la stabilité du pays. Jamais on ne trouve une femme en train de massacrer les ennemis. Bien là, vous voyez que cette reine, à droite, c'est Néfertiti, elle massacre les ennemis, c'est exceptionnel, et les ennemis sont ici féminisés. Alors, on voit ici ce couple, on les reconnaît un peu plus
distinctement. Vous voyez, donc Akhenaton est à gauche, Néfertiti à droite, et les textes la couvrent de louanges. Elle est dite celle aux mains pures, la grande épouse royale, aimée de son époux, la maîtresse des deux terres, aimée du disque vivant. Alors peut-on la considérer, à la lumière de ces documents, comme l'égale d'Akhenaton? L'influence de cette reine est évidente. Elle n'est pas simplement associée à ce nouveau culte, elle en est partie prenante, on l'a vu, et comme je vous le disais, c'est derrière ce que cache ce nouveau culte qu'il faut chercher les raisons de cette, on va dire, de cette égalité entre les époux, car comme je vous le disais, Aton est à la fois père et mère de l'humanité. Alors on va voir aussi un ensemble de colosses tout à fait surprenants. Dès le début de son règne, Akhenaton va frapper très fort. Il va au sein du temple d'Amon, à Karnak, c'est l'épicentre du temple d'Amon, c'est-à-dire le dieu dynastique. Il va créer un temple à Aton. C'est une sorte de provocation parce que Amon, c'est en quelque sorte, il va le combattre pendant toute sa vie. Et pour mettre son sceau, il va imposer ce nouveau culte au dieu Aton dans on va dire le royaume d'Amon. Et il va, comme je vous le disais, faire des grandes cours à ciel ouvert. On ne cache plus, évidemment, puisque ce dieu n'est pas représenté sous forme de statue, il est observable dans le ciel sous forme d'un disque solaire. Donc ces grandes cours inondées de soleil vont être ponctuées donc, de ces colosses que vous voyez ici. Et alors, celui qui est à l'extrême gauche, il est différent et il a fait couler effectivement beaucoup d'encre parce qu'il est représenté nu et asexué. Alors, on a longtemps pensé qu'il s'agirait effectivement, alors je vais vous le montrer plus précisément. Vous voyez à gauche, alors à droite, il y a les colosses du roi avec le pagne. Alors, effectivement, toujours avec cette poitrine, ce ventre, ces hanches généreuses. Hein, c'est la fertilité d'Aton qui est célébrée. Mais on s'est posé la question, pourquoi celui-là, qui est visiblement unique, il y en avait peut-être d'autres, en tout cas c'est le seul qu'on a découvert, il est nu et asexué. On a pensé qu'il s'agissait du roi, qu'il était androgyne, etc. Mais on pense aujourd'hui, de manière certainement plus certaine, qu'il s'agit d'un colosse de Néfertiti et qu'en réalité elle serait recouverte, quand on regarde précisément, d'une robe extrêmement fine, et vous voyez qu'elle serait représentée de la même taille et avec la même importance que son pharaon de mari. Donc, il est possible que, comme il n'y avait plus effectivement de divinité observable comme celle que l'on connaissait dans la tradition, Akhenaton, en quelque sorte, ait voulu recréer ce qu'on appelle les triades. Vous savez, en Égypte, on fonctionne en triades, en famille. Par exemple, il y a Isis, Osiris, et ils ont un fils qui s'appelle Horus. Eh bien là, il n'y a plus de triade, donc peut-être que Akhenaton a voulu montrer qu'il y avait Aton et puis les enfants d'Aton, Néfertiti, Akhenaton, une sorte de triade qui leur est recomposée, à l'image, comme je vous le disais, des jumeaux des origines qu'on appelle Chou et Tefnout, hein, vous voyez ici à droite Chou et Tefnout, qui sont les enfants du dieu Réatum, celui qui a créé le monde selon la théologie, la cosmogonie héliopolitaine. D'ailleurs, on a retrouvé cette bague à gauche, à Tel El Amarna, la ville d'Akhenaton et Néfertiti, où ils sont figurés en Chou et Tefnout. Voilà ce qui pourrait peut-être expliquer cette triade qu'aurait recomposée Akhenaton. Alors bientôt, le roi va accélérer les réformes. Il va accélérer les réformes, il va changer son nom. Vous savez qu'en Égypte, le nom est magique, le prénom, votre prénom est doué de vie, il est vivant. Donc quand on change son nom, c'est un acte magique. Il passe de Amenhotep IV, où il y a le nom Amon, hein, ce dieu qui va combattre toute sa vie. Mais pourquoi le combat-t-il? Il combat surtout le clergé très puissant, une sorte de Vatican de l'époque, qui avait pris trop d'importance par rapport à la fonction royale, et il va combattre ce clergé à travers les représentations d'Aton, et il devient Akhenaton, celui qui est utile à Aton, plutôt que la paix d'Amon. Et Néfertiti va, elle non pas changer son nom, elle va ajouter un nom, un prénom, Néfer, Néferuaton, belle est la beauté d'Aton. Donc ce changement de nom est très important pour les Égyptiens parce que ça veut dire que magiquement, spirituellement,
ils accèdent à un autre état et ils montrent qu'ils passent une ligne décisive. Le roi, comme je vous le disais, va accélérer ses réformes, il va délaisser les anciens dieux, il va abandonner les fêtes, il va fermer les temples, il va révoquer les prêtres et il va surtout poursuivre de sa haine, de son iconoclasme, les noms d'Amon qu'il va faire effacer, il va faire marteler partout les noms d'Amon jusque dans le cartouche, c'est-à-dire le nom de son père, Amenhotep III. Et bientôt, le couple se rend compte qu'ils ne sont plus bien à Thèbes, qui est donc la grande ville du roi, du dieu Amon, et ils décident, là aussi, ils passent une ligne décisive, ils décident d'aller créer une nouvelle ville au milieu de nulle part, ex nihilo, c'est-à-dire en Moyenne-Égypte, qu'ils vont appeler l'horizon d'Aton. C'est pour des raisons effectivement stratégiques et politiques. Ils vont s'installer en Moyenne-Égypte entre Thèbes, donc qui est au sud, et Memphis, qui est au nord, qui sont les deux épicentres du pouvoir à l'époque. Et ils vont l'appeler donc l'horizon d'Aton. Elle se trouve dans un endroit tout à fait neuf, sur la rive est du Nil, dans les contreforts de la chaîne arabique, où vous voyez cette chaîne arabique s'écarte, il y a le fleuve. C'est un décor parfait pour Akhenaton, qui va mettre des stèles frontières. Sur ces stèles frontières, on peut encore les voir aujourd'hui, elles sont très abîmées. Vous voyez le roi, la reine, les filles royales, les princesses, et il va vous voyez en dessous, c'est inscrit, les textes nous disent que c'est une sorte de déclaration où il explique qu'il va créer cette ville nouvelle, une zone qu'il va définir 25 000 hectares qui pourra accueillir 50 000 habitants. Alors très vite, il va faire construire des bâtiments, des temples pour faire venir une partie de la cour et puis, on va dire, pour peupler cette nouvelle ville. Alors, on voit ici dans ce plan, on ne va pas rentrer dans le détail, qu'il y a une zone où il y a ce grand temple d'Aton. Vous voyez, donc, alors, encore une fois, très long, un plan très long avec des cours à ciel ouvert où le soleil peut inonder les offrandes. Il y a une partie de palais, une partie de réception et effectivement aussi une partie de tombe royale, tombe privée, et puis également de très riches demeures et puis aussi des quartiers pour les ouvriers, car il y a une activité très importante effectivement à ce moment-là pour construire tous ces bâtiments dans un minimum de temps. Alors, on voit ici une reconstitution de ces maisons, vous voyez, patriciennes, il y avait toujours des jardins, alors c'est au milieu du désert, hein, il fallait faire pousser, etc. Des jardins, des bassins. Et à 700 mètres, il y a le Palais Nord, la résidence personnelle de la grande épouse royale, qui se déploie autour d'un grand bassin avec une partie habitation et une salle de trône, aussi un endroit où on peut s'ébattre dans les bassins. Vous voyez que l'art de vivre égyptien est très raffiné. On peint, on va le voir, on a retrouvé quelques éléments de décor, il y a des fresques, tout est peint de manière naturaliste. Et elle va partager, Néfertiti, ce palais d'apparat avec ses enfants parce que 3 autres princesses vont bientôt naître. Donc on a déjà 6 princesses, il n'y en aura pas plus, et peut-être Toutankhamon qui va naître quelques années après. 6 princesses au total, elle est très jeune. On va voir qu'elle va mourir, elle a une trentaine d'années, donc vous voyez qu'elle a été donc de longues années enceinte de ces jeunes filles. Et donc, c'est un tableau apparemment une famille parfaite. On voit souvent ce couple, je vais vous le montrer, enlacé de manière amoureuse avec ses enfants. Mais ce couple romantique est un peu une construction moderne, car il ne faut pas oublier que même ce couple amoureux, au moins dans les représentations, eh bien, elle doit partager, Néfertiti doit partager le cœur du roi avec d'autres femmes, notamment au sein d'un harem, et avec cette seconde épouse royale qui est importante, qui s'appelle Kia, et dont on a retrouvé des représentations. Donc vous voyez qu'elle n'est pas la seule dans le cœur du roi, et là aussi on a eu beaucoup de littérature faisant d'eux un couple certainement très uni. Elle a joué un rôle important dans cette réforme, mais elle n'était pas la seule, effectivement, dans le cœur du roi. Alors, il y a aussi des arasements de murs. Vous voyez, cette ville, elle a été abandonnée après
la fin donc de cette période d'une vingtaine d'années, d'une dizaine d'années. Ça va être assez court, c'est cette utopie qui a été créée en plein désert. La cour va, à la mort d'Akhenaton, on va le voir, la cour va partir, la ville va être abandonnée. On a retrouvé donc quelques arasements, et vous voyez qu'il y avait cette restitution, c'est une iconographie qui magnifiait la nature. Il y avait beaucoup voyez, de types de représentations comme ça, avec des canards qui sortent des fourrés de papyrus, des incrustations de pierres colorées, de faïences, de dorures, une décoration très luxuriante, parce que c'est l'époque du Nouvel Empire, c'est-à-dire où l'Empire égyptien est au sommet de sa gloire. Il y a comment dire, des richesses, oui, qui viennent de tout l'Empire, et donc c'est l'époque où l'art est à son apogée. Vous voyez ici donc des éléments qu'on a retrouvés dans les ruines de Tel El Amarna, de Akhenaton, l'horizon d'Aton. Vous voyez donc ce raffinement extrême dans les couleurs, tout ça devait être extrêmement coloré. Aujourd'hui, on n'a plus effectivement que des arasements, notamment, vous voyez ce grand temple d'Aton, comme je vous le disais, avec ses cours à ciel ouvert. Ici, une restitution de ce grand temple. Et à ce moment-là, on va effectivement ériger tous ces temples. Et le roi pense même à ériger, on a retrouvé quelques traces, un temple entièrement dédié à Néfertiti, qu'on appelle l'ombre de Ré. L'ombre de Ré, nous dit le texte, pour la grande épouse royale Néfertiti, pour Aton, mon père, un temple personnel et féminin destiné uniquement à la reine. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ce qu'il faut expliquer par rapport à ces scènes qu'on a souvent montrées comme des scènes familiales extrêmement sympathiques. Vous voyez, donc on a le roi, la reine, ils jouent avec leur petite fille sur les genoux, et ils jouent avec des bijoux, avec des boucles d'oreilles, avec des colliers, etc. Alors, c'est extrêmement touchant. Ça prouve effectivement que l'art amarnien est en totale rupture avec l'art précédent. On n'a jamais montré Pharaon, qui est un dieu vivant, et sa femme, une déesse vivante, en train de manger, en train d'aller se coucher, ou en train de s'amuser avec les enfants. Alors effectivement, il y a à la fois quelque chose qui veut être en rupture avec l'art traditionnel pharaonique, mais encore une fois, il faut interpréter l'esprit quand même propagandiste qui se cache derrière ces représentations. Parce que le pharaon devient lui-même le sanctuaire qu'il a supprimé dans les temples. Il suffit qu'il mange, qu'il boive avec sa famille sous les rayons du soleil pour que le rituel soit accompli. En somme, et pour que l'ordre soit maintenu. Et à ce rituel, sa femme, ses enfants sont toujours associés. Vous voyez qu'il y a donc une intention propagandiste derrière ces représentations. Alors là aussi, on voit, vous voyez ici donc Néfertiti, Akhenaton, ils sont en train, avec les petites princesses toujours, ils distribuent, c'est un peu effacé, des colliers. Donc ces colliers, c'est une manière de récompenser les courtisans les plus proches, qui ont accompli le plus de choses pour le couple royal. Mais c'est aussi, une fois encore, comme toujours dans l'art égyptien, il faut voir la symbolique qui est cachée derrière. Ils se montrent à ce qu'on appelle la fenêtre d'apparition. Vous voyez, dans l'apparition, il y a quelque chose de théophanique, c'est-à-dire une apparition quasiment, on va dire, religieuse, surnaturelle. Et à l'instar de deux soleils vivants, ils vont distribuer les récompenses, les colliers en or, aux courtisans les plus loyaux. Mais ces larges colliers sont, on le sait aujourd'hui, une matérialisation de la lumière que le couple incarne. Vous voyez, donc, en donnant ces colliers, ils récompensent de manière, on va dire, réelle les courtisans les plus loyaux, mais également, ils sont eux-mêmes des soleils vivants. Alors, il y a aussi d'autres exemples peu conventionnels où le roi et la reine sont nez à nez. Alors, souvent, on dit, ils sont en train de s'embrasser sur la bouche, comme tout ça est romantique. Alors, certainement que ce couple, encore une fois, était très proche, parce que sans la puissance de ce couple, il n'y aurait pas eu cette refonte politico-religieuse, artistique, etc. Mais il y a aussi, encore une fois, une intention symbolique. C'est une manière d'échanger une énergie revivifiante, vous voyez, qui descend du disque solaire. Le disque solaire a ses grandes mains, avec ses grands bras avec ses mains, qui distribuent l'énergie.
et ils échangent en quelque sorte ce qu'on appelle le pneuma en grec, c'est-à-dire ce souffle de vie qui nous donne la vie, qui nous fait vivre. Alors il existe aussi, pardon, il existe un autre élément qui est important. Là aussi, vous voyez toujours décrypté derrière les apparences. Alors, on voit Néfertiti assise sur les genoux, dans cette partie de relief qui nous est parvenue, le reste est cassé. Elle est assise sur les genoux de son époux dans sa jolie robe de lin transparente. Tout ça est très, très beau dans le détail. Regardez les détails à côté de cette table qui est chargée de nourriture, le pied du trône avec en forme de pied de lion, de pattes de lion. Elle est assise et puis on voit des petits pieds, on voit même 3 petits pieds. Donc il y a 2 petites princesses assises sur les genoux de maman, elle-même assise sur les genoux de son époux. Alors là encore, on peut le voir comme une scène, on va dire, domestique, très, très, très jolie, très, très intime. Oui, mais il y a aussi une deuxième interprétation. C'est un motif inhabituel. Il s'agit de montrer qu'il y a une théogamie qui se déroule sous nos yeux. La théogamie, c'est le mariage mystique, le mariage divin, et sous les rayons d'Aton, l'union et la fertilité du couple sont célébrées. Parce qu'en Égypte, on ne montre jamais l'intimité sexuelle, elle n'est jamais représentée, elle est plutôt allusive, elle est transmise à travers des images, comme je vous l'ai montré, respirer nez à nez, être debout à 2 devant un lit, parce qu'on voit aussi ça à cette époque-là, ou entrelacer ses doigts avec ceux de l'autre, ou toucher une épaule ou un coude, tout cela, ça veut dire qu'il y a union intime et sexuelle. Et là, la reine est assise sur les genoux de son époux, et ça demeure la représentation d'union divine, de mariage sacré, la plus audacieuse que ce soit autorisé, l'Égypte ancienne. Alors on va aussi avoir ces représentations que je trouve excessivement touchantes, excessivement belles, uniques, où on va voir ces enfants du soleil, parce qu'ils sont qualifiés d'enfants chéris du soleil, traverser la ville sur leur char. Vous voyez, ils sont honorés par le peuple, par les courtisans, on les voit ici. Et alors, c'est à la fois, une fois encore, une manière de montrer leur amour, mais également, imaginez ce char, si vous avez vu par exemple les chars en bois doré du trésor de Toutankhamon, imaginez qu'ils sont recouverts de plaques d'or et de pierres semi-précieuses, ils luisent dans les rayons du soleil, et quand les chevaux sont harnachés, caparaçonnés de couleurs, de bijoux, etc., de plumes, on le voit très bien, imaginez donc qu'ils traversent la ville, et de loin, le peuple, parce qu'il ne peut pas approcher de Pharaon et de sa femme, ce sont des dieux vivants, eh bien, il les voit traverser les rues de la ville comme le soleil traverse l'horizon du ciel du matin jusqu'au crépuscule. Vous voyez, donc c'est encore une mise en scène aussi du couple et de sa divinisation. Mais ce qui est étonnant et beaucoup plus rare, on va voir aussi Néfertiti qui conduit son propre char. Vous voyez, donc elle n'est pas sur le char de son époux enlacé, elle le suit sur son propre char, et c'est la première femme connue de l'histoire égyptienne, et peut-être de l'histoire du monde, qui sait, d'une femme, d'une reine qui conduit son propre char. Et imaginez que symboliquement, c'est un geste extrêmement fort, parce qu'une reine qui conduit son propre char, c'est aussi le signe d'une très grande puissance. Alors, autre signe d'une très grande puissance, on va voir que cette reine, comme je vous le disais, elle s'avère essentielle, car il n'y a plus de déesse traditionnelle, Isis, Hathor, tout ça a disparu. Elle doit être donc la déesse, remplir ce vide sidéral, ce vide qui est laissé par l'abandon des déesses et des dieux, et elle va être elle-même une déesse vivante. On la voit ici dans l'intimité de ses appartements avec son époux. Il embrasse sa petite fille. Vous voyez, donc il y a une petite fille sur l'épaule, une sur les genoux. C'est extrêmement touchant. Mais là encore, il faut remarquer un détail très intéressant, c'est que son époux à gauche est assis sur un simple tabouret d'apparat, certes, mais elle est assise sur un trône. Et comment le sait-on? C'est qu'il y a un motif, vous voyez, sous le coussin, qu'on appelle le sémataoui, ça veut dire l'union des 2 terres, un motif qu'on retrouve en général sur le trône des rois, c'est l'union de la Haute et la Basse Égypte, c'est le motif de l'union de la théocratie pharaonique. Et donc c'est elle qui est assise sur le trône, c'est pas lui.
Donc vous voyez que ce détail a vraiment son importance. Alors on va retrouver aussi beaucoup de ces statuettes, car Akhenaton et Néfertiti, comme je vous le disais, vont déplacer l'équilibre égyptien traditionnel qui était dans les sanctuaires. Il va substituer à cet équilibre divin qui était caché dans les temples, la cellule familiale qui devient alors le centre du monde. Et dans ce groupe en calcaire polychrome qui est dépeint, donc main dans la main, il évoque aussi des statuettes du roi et de la reine qu'on a découvertes dans les fouilles de cette ville de Tel El Amarna d'Akhenaton. Car beaucoup de demeures de nobles personnages possédaient un autel devant lequel les familles rendaient hommage et on va dire même vouaient un culte à leur souverain. Dans ces petits hôtels, il n'y avait pas de divinité comme Isis, Hathor, Horus ou Anubis, il y avait le couple royal. Donc vous voyez qu'ils ont été réellement considérés comme des divinités. Alors, si elle semble l'égale du roi, celle aux mains pures, la maîtresse des deux terres, tous les titres qui lui sont attribués à Néfertiti, grande prêtresse musicienne, celle qui fait qu'Aton puisse se reposer grâce à la douceur de sa voix, celle aux belles mains dans lesquelles elle tient le cistre, sont quand même centrés, il faut le dire, sur sa beauté, sa capacité à inspirer l'amour du roi et en lien, encore une fois, avec Hathor, qui renforce son statut féminin. Car elle ne va pas remplacer à proprement parler Pharaon, il serait faux de dire qu'elle va être une reine pharaon tant que son roi de Marie est sur le trône. Elle va être à ses côtés comme l'incarnation de la beauté. Elle va sans doute l'inspirer quand il écrit ces grands hymnes que l'on connaît, que tu es beau à l'horizon du ciel, ô vivant Aton, initiateur à la vie. Elle est une actrice essentielle, mais elle ne règne pas, en tout cas à cette époque-là, elle ne règne pas à sa place, comme d'autres reines pharaons ont pu le faire, notamment comme la reine Hatshepsut, qui a régné 22 ans seule sur le trône d'Égypte. Alors, l'horizon du disque, Akhenaton, bientôt va s'assombrir. La situation de l'Égypte aux frontières est menaçante, notamment à cause de l'hégémonie des Hittites. Les Hittites, ce royaume qui est vers la Turquie actuelle. La politique étrangère du roi est un échec et les épreuves vont se succéder dans la famille royale. Vers l'an 14, 3 des filles de Néfertiti et d'Akhenaton vont décéder coup sur coup. Et on voit dans ce relief de la tombe, d'une tombe royale, l'affliction du couple. Vous voyez ici Néfertiti et Akhenaton devant le cadavre de leur petite fille. Vous voyez ici, ils se frappent la tête en signe de deuil. Tout le monde, il y a les pleureuses, on se frappe la tête, on s'arrache les cheveux. On a encore perdu une petite princesse et on pense qu'il y a derrière les 3 filles survivantes, vous voyez, sur 6, 3 vont mourir. On pense qu'il y avait une épidémie de peste. Déjà, vous voyez, les pandémies étaient déjà monnaie courante à l'époque et même Pharaon et sa famille ne pouvaient finalement y échapper. 3 des enfants vont mourir sans doute de cette pandémie de peste et sans doute bientôt Néfertiti va à son tour décéder peut-être de cette pandémie de peste. Ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que vous voyez qu'il y a ici une nourrice avec un petit bébé dans les bras. Alors, est-ce que cela nous indiquerait que Néfertiti est la mère de Toutankhamon, le fameux Toutankhamon? Alors là aussi, les hypothèses sont nombreuses. Nous ne sommes pas d'accord entre égyptologues parce que effectivement, Toutankhamon, on ne sait pas comment ça s'est passé la fin de ce règne. Pour ma part, je suis assez d'accord avec d'autres égyptologues, notamment français, plutôt francophones, qui font de Néfertiti la mère de Toutankhamon. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, mais je voulais vous montrer la confrontation de ces 2 beaux visages, Néfertiti. Vous voyez donc là très proche de la réalité, sans doute, de ce qu'elle était, ce long cou, ce visage très pur, cette très belle bouche, ce nez droit, et puis cet enfant qu'elle a eu donc à la fin de sa vie. Et comme je vous le disais, elle n'a pas encore 30 ans.
et elle va décéder sans doute peu après. Vous voyez, donc une représentation de Néfertiti qui est déjà un peu toujours aussi belle, avec cette couronne bleue qu'on appelle Reprège, qui est une couronne associée en général au souverain et à la guerre, et qui est un peu marquée déjà, vous voyez, par les années. Elle n'a que 30 ans, mais cette grossesse rapprochée. Donc vous voyez, elle a le ventre un peu affaissé, les seins un peu affaissés. C'est une très très belle statue, extrêmement émouvante, en tout cas à mes yeux. Alors dans ce laps de temps, Akhenaton va épouser sa fille aînée, Mérithaton. Alors, ça peut surprendre, mais en Égypte, c'est extrêmement courant. Le père d'Akhenaton a déjà épousé ses filles, sans parler de Ramsès II, qui vers 1200 avant notre ère, vous voyez donc, on va dire, quelques centaines d'années plus tard, épousera, lui, quasiment toutes ses filles, et même peut-être sa petite-fille. Les incestes royaux sont des choses effectivement courantes dans la sphère royale, pas dans la population bien sûr, mais les pharaons s'estiment supérieurs à ça, et ils pensent qu'ils sont de sang divin et qu'ils peuvent épouser, pour garder le sang divin et la puissance dans la famille, ils vont épouser leur fille. Akhenaton épouse Mérithaton, on le voit, sans doute elle va remplacer sa mère qui est morte, et elle va devenir à son tour la grande épouse royale. Alors, Akhenaton va mourir lui aussi assez rapidement après sa femme, quelques années après, et il est inhumé avec sa femme donc, dans cette nouvelle ville d'Akhenaton, mais bientôt cette ville va être délaissée, on va retourner à Thèbes et les cultes polythéistes vont être restaurés. Parce que la situation politique intérieure et extérieure est extrêmement préoccupante et périlleuse. Alors, on sait, et encore, là aussi, c'est une hypothèse, ça pose question, qu'après, à la mort d'Akhenaton, il y a un moment de flottement extrêmement périlleux, comme je le disais, et quelqu'un va succéder à Akhenaton, une reine pharaon. Alors, pour le coup, il s'agit bien d'une reine pharaon, comme Hatshepsut, qui va régner de plein droit son mari, comme un pharaon. Alors, elle s'appelle Néfer-Néferuaton, André-Pérouré. Pour certains, il s'agit de Néfertiti, qui n'est pas morte, qui va donc survivre, qui va succéder à son époux, et qui prend la suite pendant 3 ans pour une sorte d'intérim, ou peut-être Mérithaton, donc la fille aînée, si Néfertiti est bien morte. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est Mérithaton, que Néfertiti est morte, et Mérithaton, qui est déjà grande épouse royale, va donc faire quelque chose d'extrêmement fort comme geste. Elle va quitter Amarna, Akhenaton, elle va entraîner la cour avec elle, elle va retourner à Thèbes, elle va restaurer les cultes polythéistes, elle va en somme remettre les choses dans l'ordre et la tradition, car le pays est extrêmement menacé. Elle va même écrire à un souverain étranger en lui disant « Je suis seule, je suis veuve, j'ai peur, envoie-moi un de tes fils ». En réalité, c'est une fine politique. Elle demande au roi de lui envoyer un de ses fils parce qu'elle a peur que ce roi n'attaque l'Égypte. Elle veut gagner du temps. Pendant ce temps, il y a des tractations diplomatiques et il hésite d'envoyer son fils. Il envoie son fils et on pense que le fils a été assassiné en route parce que Mérithaton n'avait absolument pas l'intention de mettre un roi étranger sur le trône d'Égypte. Vous voyez que tout ça est une époque extrêmement compliquée du point de vue politique. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette Mérithaton, c'est qu'on pense aujourd'hui, et je fais partie de ces égyptologues-là, que 80%, 80% c'est un chiffre élevé, mais enfin une très grande partie du fameux trousseau funéraire qu'on admire aujourd'hui, celui de Toutankhamon, aurait été usurpé à cette reine pharaon, c'est-à-dire la sœur aînée de Toutankhamon, si Toutankhamon est bien le fils d'Akhenaton et Néfertiti. Donc, Akhenaton, lorsque sa sœur va disparaître au bout de 3 ans, alors on ne sait pas comment, vers 16 ans, 17 ans, elle va mourir, eh bien, il va prendre le trône. Alors, soit il va se venger du fait qu'elle ait pris le trône à sa place, mais à l'époque, il n'avait que 3 ou 4 ans, il ne pouvait pas régner. Il va peut-être se venger de cet intérim qu'elle a assuré, et il va effacer son nom. Elle va disparaître, on va dire, des écrans, et surtout, à sa mort, on va se servir
mobilier funéraire qu'elle s'était préparé pour son éternité, et on va l'attribuer à Akhenaton. Mais aujourd'hui, en regardant très finement ces objets, on se rend compte, vous voyez, par exemple, que quand on connaît bien la morphologie de la famille royale, qu'elle a un visage plus carré, elle a des mâchoires, des mandibules extrêmement puissantes, et elle ne ressemble pas du tout au masque en or que l'on connaît. À gauche, par exemple, dans ces petits... Vous voyez, alors Toutankhamon, c'est la statue que vous voyez ici. Hein, on est sûr que c'est Toutankhamon. Vous voyez, il a un visage un peu rond, un petit nez un peu fin, un petit peu épaté. Et quand on prend ces éléments de son mobilier funéraire, celui-là ou celui-là, vous voyez que ce n'est pas du tout le même visage. Un visage plus carré, les coins de la bouche légèrement tombants, comme la grand-mère Ti, que je vous ai montré au départ, hein, qui est donc la grand-mère. Et donc, cette Méritatone, c'était son mobilier funéraire. Et dans ces petits sarcophages, là, qui en réalité sont de petite taille, il y avait les viscères momifiés du roi, eh bien, on voit que le nom de Méritatone a été effacé et qui a été remplacé par Toutankhamon. Donc, encore une fois, on pense qu'une grande partie de ce mobilier funéraire qu'on a pu, par exemple, admirer à l'exposition de la Villette à Paris en 2019, eh bien, en s'extasiant dans ces objets, en réalité, ils avaient été faits pour Méritatone. Et donc ici, Méritatone, certainement Méritatone, vous voyez ce visage quand même très différent de celui de Toutankhamon, son frère. Vous voyez, dans la morphologie, la structure du visage. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'on a, suite à un problème sur ce masque d'or, vous savez, cette icône de l'Égypte ancienne, eh bien, on a restauré le masque. Et à l'arrière, vous voyez ici, à l'arrière en bas à droite, on voit le cartouche qui est inscrit à l'arrière du masque. Et on se rend compte que ce masque, ce cartouche a été gratté et a été remplacé par celui de Toutankhamon. Alors, le visage que vous voyez, que vous connaissez tous, le visage en or, si beau, etc., est celui de Toutankhamon, mais certainement que l'arrière et toute la partie, on va dire, latérale, a été fait pour sa sœur et qu'on a simplement refait le visage pour l'adapter au visage de Toutankhamon. Donc, à l'origine, même ce célèbre masque d'or pourrait avoir appartenu à Méritatone, la fille aînée du couple Akhenaton et Néfertiti. Et je pense que c'est important de rappeler quand même qu'elle a été une grande reine pendant 3 ans et qu'à sa mort, comme la plupart de ces reines pharaons, on a effacé son souvenir. Alors on a découvert une momie. La question, évidemment, cette momie avait été réinhumée parce que sa tombe avait été pillée. Et on l'appelle Younger Lady par rapport à Elder Lady, une autre momie certainement attribuée à Ti, donc la grand-mère de Toutankhamon. Et on pense que cette Elder Lady, Younger Lady, pourrait être Néfertiti. Vous voyez qu'on a fait une restitution à partir de ce crâne. Elle est très abîmée, cette momie. On a fait une restitution plus ou moins heureuse, à droite, en bas. Bon, c'est toujours un peu comme ça. Vous savez, c'est les gens qui font des restitutions aussi en criminologie, etc. Bon, c'est peut-être elle. En réalité, ce que l'on sait, c'est qu'on a étudié l'ADN de ces momies. On a pu faire des recoupements, puisqu'on a pas mal de momies de la famille royale, dont celle de Toutankhamon, hein, qui était bien sûr intacte dans sa tombe. Et on pense que cette momie serait en tout cas la mère de Toutankhamon et la sœur ou la cousine germaine d'Akhenaton. Donc il pourrait bien s'agir effectivement de Néfertiti. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a un cou très long, cette momie, hein, donc on a effectivement mesuré que ça pourrait être la momie de Néfertiti. Donc à ce moment-là, ce serait bien confirmation qu'elle est la mère de Toutankhamon. Alors, autre coup de théâtre, il y a quelques années, en 2015, un égyptologue britannique, Nicholas Reeves, a montré que la fameuse tombe emblématique de Toutankhamon, la KV62, pourrait en réalité avoir été celle d'une reine pharaon, selon lui de Néfertiti, plus probablement, si c'est le cas, de Méritatone. Parce qu'on a retrouvé la momie de Néfertiti, si c'est bien elle. Encore une fois, vous voyez, tout ça, ce sont des questions et des hypothèses. Donc,
sur cette représentation, Nicolas Reeves dit en réalité, non, 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 il s'agit de Néfertiti ici, et là de Toutankhamon, et non pas de Toutankhamon et de son successeur Haï. Vous voyez, donc il a superposé, il est très bleu, il est très jaune, il a superposé le visage de Néfertiti sur la représentation, et visiblement, ça colle assez bien. Selon lui, il s'agirait donc de peinture qui représenterait Néfertiti. Et de l'autre côté, il a superposé Toutankhamon avec le prêtre qui est en face, et il s'agirait donc de Toutankhamon et non pas son successeur. Donc la question reste posée. Selon lui, derrière ces murs de la tombe de Toutankhamon, vous voyez ici le tombeau et le sarcophage de Toutankhamon, il y aurait donc d'autres pièces qui seraient inconnues et qui pourraient abriter la dépouille de Néfertiti. Donc il y a eu plusieurs, vous voyez, donc radars qui ont été, mesures radars qui ont été engagées. Alors certaines ont confirmé qu'il y avait bien quelque chose derrière ces murs, hein, ici, 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 et puis d'autres mesures les ont infirmées. Il faudrait aller plus loin, il faudrait effectivement passer une caméra, une fibre optique derrière ces murs pour savoir effectivement si, vous voyez, donc ça c'est là, si effectivement cette tombe cache bien des chambres inconnues. Voilà ce que propose Nicolas Reeves. Donc la chambre en blanc, c'est ce que l'on connaît de la tombe de Toutankhamon. Selon lui, vous voyez, il y aurait une chambre secrète qui abriterait la dépouille, selon lui, de Néfertiti ou d'une reine pharaon, donc peut-être Méridatone, et une autre pièce ici. Pour cela, effectivement, il faudrait qu'on aille plus loin dans l'investigation. Et en 2020, juste avant la pandémie, il y a eu un rebondissement parce qu'on a découvert, juste au-dessus de la tombe de Toutankhamon, qu'il y avait certainement un couloir et une pièce. Mais tout ça a été arrêté en espérant que les fouilles pourront reprendre, des investigations qui pourraient relier ces découvertes à cette tombe. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette histoire de découverte, qui est une histoire fabuleuse. En 1912, l'équipe allemande de Ludwig Borchardt découvre dans les fouilles d'Amarna le buste de Néfertiti que nous connaissons, à côté d'une série d'études de têtes en plâtre. D'autres, vous voyez, donc on la reconnaît parfaitement bien, maintenant vous l'avez vu à plusieurs reprises. Il y a une série de têtes et puis il y a ce buste tellement extraordinaire qui est devenu un objet iconique de l'histoire de l'art, un objet qui représente la beauté absolue, hein, de la femme, mais une beauté tellement absolue, on va voir qu'elle est idéalisée, bien sûr. Alors il y a j'aime beaucoup ces photos parce qu'on voit des détails, on voit les pigments bleus, rouges, etc. La finesse de ce profil. Et on a appris en étudiant ces masques, etc. Et ce buste qu'il y avait 4 phases successives. Il y avait un buste sculpté en pierre qui était corrigé ensuite par des ajouts de plâtre et rehaussé de délicates peintures de dorure. Et ces statues étaient destinées, si vous voulez, à être répandues, c'était des modèles d'atelier, dans tout l'Empire pour uniformiser les reproductions des traits du roi et de la reine. Encore une fois, c'était une vocation à la fois artistique, mais propagandiste. Vous voyez l'arrière, on voit rarement l'arrière, et le dessus de cette coiffe plate, qui est vraiment sa marque, sa personnalité, coiffe plate et bleue avec des rubans à l'arrière du collier, et puis ce long cou de cygne, cette bouche parfaitement dessinée, et si parfaitement dessinée que nombre d'historiens ont posé la question de son authenticité. Alors on a encore, là aussi, des écoles qui s'affrontent. Certains ont dit que cette magnifique Néfertiti était dans un style kitsch, je cite, et art déco, et qu'en réalité, Borchardt n'avait pas du tout trouvé ce buste. Il aurait pris, vous savez, une de ces masques que je vous ai montré, et il l'aurait, lui, refait à partir d'un modèle découvert, parce qu'effectivement, quand on la regarde, elle est unique dans l'histoire de l'art égyptien. Mais comme vous l'avez compris, l'art amarnien est aussi unique, est en rupture totale avec l'art précédent. Alors, ce qui pourrait faire aller dans le sens de la véracité, de l'authenticité de ce buste, c'est un égyptologue allemand, Rolf Krauss, qui a appliqué
ce modèle sur un relevé photogrammétrique. Donc, il est parfaitement objectif puisqu'il est photogrammétrique, il n'y a pas de déformation, perspective. C'est une grille graduée en unité métrique de l'époque, c'est-à-dire en doigts égyptiens, c'est 1,875 cm à peu près. Et on voit que chacun des traits du visage se trouve sur une ligne ou une intersection de deux lignes de ce quadrillage qui témoigne combien ce portrait est en fait artificiellement construit. Et il a superposé, Rolf Krauss, un portrait d'Akhenaton et il montre que depuis la base du nez jusqu'au départ de la coiffure, toutes leurs dimensions sont identiques. Donc, il y a une telle convergence entre le visage d'Akhenaton et de Néfertiti qu'on pense effectivement que celui-là est authentique. Peut-être qu'il a été un petit peu arrangé par le découvreur Borchardt, mais on ne peut pas vraiment en être sûr. En réalité, ce qui fait sa perfection, c'est qu'il est idéalisé et qu'il est complètement construit. Il n'est absolument pas le reflet de la réalité. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que j'avais beaucoup d'images à vous montrer, j'en ai sélectionné que deux. Ce portrait, comme je vous le disais, est devenu un objet sacralisé dans l'histoire de l'art de tout le temps. Et il inspire notamment, vous voyez, ce peintre égyptien qui veut encourager la femme égyptienne d'aujourd'hui à retrouver ne serait-ce qu'une fraction de la gloire qu'ont eu ces grandes reines d'Égypte. C'est donc une démarche qui est tout à fait louable par rapport aux Égyptiennes d'aujourd'hui, qui peuvent être fières donc de leurs ancêtres, leurs glorieuses et indépendantes ancêtres égyptiennes. Et puis il y a aussi, pour la Biennale de Venise, il y a eu ce corps qui a été reconstitué à partir et posé, intégré à ce buste, parce qu'effectivement, c'est un peu iconoclaste, mais c'est intéressant parce qu'on voit toujours ce buste sans corps, et là on voit à partir d'un modèle ce que pourrait représenter l'ensemble de cette statue. Alors je voudrais terminer par cette conclusion qui me semble résumer un peu ce que je vous ai dit. Elle ne fut certainement pas une reine ordinaire. Elle a rempli les fonctions qui étaient à l'origine réservées aux seuls souverains égyptiens. Elle était à la fois la beauté, l'élément indispensable à côté de son époux, mais elle a rempli, vous avez vu, des fonctions qui étaient donc réservées à Pharaon. Alors la question de savoir si son statut était définitivement égal à celui du Pharaon, elle reste ouverte, cette question. Mais elle a pris part active aux cérémonies officielles. Elle a reçu l'hommage des pays étrangers. Elle a détruit symboliquement les ennemis de l'Égypte et elle a conduit son propre char. C'est donc une femme sublime, certainement très belle, une personnalité insaisissable, aux origines incertaines, un portrait iconique, mais comme je vous l'ai expliqué, construit et idéalisé. Mais des attributions exceptionnelles pour une reine, une épouse amoureuse et une mère éplorée. Car la scène que je vous ai montrée de déploration devant un cadavre est unique dans la sphère royale en Égypte ancienne, lorsqu'elle pleure sa petite fille disparue. Cette femme demeure une énigme. Et je terminerai donc par cette image émouvante que je vous ai déjà montrée d'une femme marquée par l'âge, par les bouleversements d'une époque de profonde mutation qu'il a dépeint sous les traits d'une femme encore belle, jeune, qui a une trentaine d'années, mais qui est marquée par ses grossesses, mais qui garde son port de tête souverain, coiffée de cette couronne bleue qui est en général portée par les rois, et qui regarde droit vers elle, vers un futur qui, une fois encore, la sublimera en tant que beauté idéale. Merci. Merci, Madame Plata. Alors maintenant, si vous me permettez, j'ai quelques questions à vous poser. Maintenant, alors peut-être que je n'ai pas tout compris, mais vous nous aviez dit tout à l'heure que donc, on avait retrouvé une momie qui serait potentiellement celle de Néfertiti. Oui. Et si j'ai bien compris, en fait, Nicolas Rive, c'est ça, Rive, c'est ça. En fait, remet en cause cette chronologie, si je puis dire, puisqu'il semblerait que derrière la sépulture de Toutankhamon, il y ait une autre chambre funéraire où on pourrait potentiellement retrouver une autre momie qui serait soit Néfertiti ou soit Méritaton, c'est ça? Oui, vous avez parfaitement compris et c'est très intéressant que vous releviez ce point parce qu'évidemment, là encore, nous ne sommes pas d'accord entre nous parce qu'effectivement, si la momie
est bien celle de Néfertiti, elle ne peut pas se trouver dans une chambre que nous ne connaissons pas. Donc, soit ce n'est pas la momie de Néfertiti, c'est une sœur d'Akhenaton ou une demi-sœur avec laquelle il aurait eu Toutankhamon. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout de nom de sœur d'Akhenaton. Oui. Et en général, en Égypte, on a beaucoup de documentation. D'accord. Soit derrière, si c'est bien la momie de Néfertiti, ce que je crois, derrière ces murs, il y aurait non pas Néfertiti, mais Méritaton, qui aurait donc succédé à son père Akhenaton, la sœur aînée de Toutankhamon. Dans ce cas, ce que je vous ai montré, l'analyse stylistique ne collerait pas. Donc, selon Nicolas Reeves, ce n'est pas la momie de Néfertiti, et Néfertiti se trouve derrière ses parois. D'accord. Est-ce qu'on sait un peu la cause de la mort de Néfertiti? Est-ce que c'est la pandémie comme ce qui a causé le décès de trois de ses petites filles, ou c'est une mort naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire c'est fort possible. Il est fort possible qu'elle soit morte, et Akhenaton aussi, de cette pandémie de peste qui sévissait, parce qu'on en avait des traces dans tout le Proche-Orient, et c'est fort possible. Okay. Et Akhenaton également. D'accord. Donc, on a parlé, vous avez très peu parlé du rôle de la seconde épouse. Oui. Parce que donc, les pharaons étaient polygames, disons-le. Oui. Mais en fait, c'était vraiment Néfertiti qui était mis en avant. Les autres épouses, que ce soit la seconde ou la troisième, je ne sais pas combien il y avait eu d'épouses, en fait, elles avaient un rôle, comment dire, de procréation, quoi. Oui, tout à fait. En réalité, il a eu, avec Kia, alors Kia, on pense que c'était peut-être une épouse étrangère, hein, parce que quand elles arrivaient avec des noms, entre guillemets, impossibles, Tadou Kepa, Padou Kepa, et ce genre de noms, eh bien, les Égyptiens les rendaient égyptiens. Ils leur attribuaient un prénom égyptien ou ils transformaient le nom. Et donc, Kia est peut-être une épouse étrangère qui aura une fille d'Akhenaton et encore pas un garçon, vous voyez. Donc, on pense qu'elle a été, entre guillemets, répudiée à un moment donné. En tout cas, à partir d'un moment, on n'a plus de traces d'elle. Et certains de ces monuments, son nom est effacé et remplacé par Méritaton. Donc, on pense qu'elle a été répudiée et peut-être renvoyée dans son pays d'origine. D'accord. En fait, juste, ça c'est une réflexion de ma part. Comment dire, l'Égypte, à l'époque, faisait une place belle à la femme par rapport à la monarchie française, si je puis dire. Hein. Enfin, bon, c'est pas la même époque, d'accord, mais là, en fait, la femme, la reine égyptienne, avait quand même, là, en l'occurrence, Néfertiti, avait quand même occupé une place politique que la reine que les reines sous la monarchie en France n'occupaient pas. Oui, tout à fait. D'abord, il est important de rappeler qu'il n'y a pas de loi salique en Égypte. Il y a eu, parce que dans mon livre sur les grandes souveraines d'Égypte, je retrace, c'est le chapitre le plus important en nombre de pages, la vie extraordinaire de Hatshepsut. Donc, Hatshepsut, c'est la reine pharaon qui a régné 22 ans sur l'empire égyptien, sur un empire, mais de plein droit, comme un roi. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une femme à la tête de l'empire. Effectivement, on n'a toujours pas de présidente de la République. Hein. Donc, vous voyez que les Égyptiennes ont des choses à nous apprendre. Elles avaient d'abord un statut privilégié dans le monde antique. Elles n'étaient ni sous tutelle, ni sous curatelle, contrairement aux Grecs et aux Romaines. Et elles avaient droit d'exercer tous les métiers. On connaît des femmes amirales, gardes des sceaux, médecins, pharaons, et elles pouvaient intenter un procès, se séparer de leur époux et récupérer leur dot, se promener librement, administrer de grands domaines, être prêtresse. Donc, le statut de la femme en Égypte était particulièrement privilégié. Oui, donc ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup. Bien, bah écoutez, moi, comme vous disiez tout à l'heure, je rappelle votre livre « Les grandes souveraines d'Égypte », où là, vous décrivez non seulement donc, Néfertiti, mais également Cléopâtre, très bien connue, et Hatshepsut, j'espère à bien prononcer. Donc, votre livre est sorti donc, le 25 mars, hein, je le rappelle, et donc vous pouvez l'avoir à la médiathèque de Pontivy.
Voilà. Écoutez, Merci. moi, je tiens quand même à vous remercier au nom de la ville de Pontivy d'avoir participé à cette biennale numérique. On espère qu'un jour, on pourra se rencontrer. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je tiens quand même à vous remercier. Hein. Merci pour cet exposé. Merci. Et puis, ben, bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne biennale virtuelle. Merci. Oui, merci beaucoup. À Au revoir, bientôt. Madame Quentin. Au revoir. Merci.